Bonjour tout le monde. Bonjour aussi aux gens qui sont en salle ici, notamment les journalistes de la Tribune de la presse, mais aussi je voudrais saluer ceux qui nous suivent sur notre page Facebook. Vous avez la chance de voir la présentation qui va être présentée en salle ici. Ce que je voulais faire aujourd'hui avec les Québécois, c'est de faire le point pour deux raisons. Premièrement, vous dressez un portrait de tous les changements qu'on a faits dans les 2 dernières années depuis le dépôt du plan santé, dont l'objectif principal est de renforcer notre réseau public de santé et de services sociaux. Mais aussi vous démontrer comment ces changements nous permettent maintenant de revoir l'organisation de la première ligne que je vous présenterai dans la deuxième partie de mon allocution. Avant d'aller plus loin, j'aimerais dire que la présentation peut évoluer dans le temps parce que des fois, je ne suis pas toujours mon texte. Alors, je vais essayer de rendre ça le plus audible possible. Mais je veux surtout d'abord dire aux Québécois que je sais que l'accès de la santé est parfois difficile, même des fois parfois très difficile. Tout le monde convient que lorsqu'on est pris en charge, oui, ça va très bien et on a une qualité de soins hors pair au Québec. Ceci étant dit, notre grand défi, c'est que tous les Québécois aient un accès équitable au réseau. Ça a été notre motivation lorsqu'on a fait, puis j'ai amené avec moi le plan santé qu'on a fait en 2022. On s'est dit qu'on avait beaucoup de changements à faire pour que notre vision, pour un meilleur accès, soit réalisable dans un horizon de 2025. Tout le monde s'en souvient. On suit cette feuille de route quotidiennement pour être capable de respecter notre engagement. Et si j'allais à la conclusion tout de suite, il reste beaucoup de travail à faire, mais je veux rassurer les Québécois. On avance dans la bonne direction. Maintenant, pour la première partie, j'aimerais juste rappeler l'ampleur et la complexité du réseau en quelques chiffres. Vous les voyez à l'écran, je vais y aller rapidement. Par contre, le budget de la santé, et ça je l'ai mentionné la semaine dernière, il est passé de 40 milliards annuellement à 60 milliards seulement dans les 6 dernières années. Notre gouvernement n'a pas hésité à mettre les sommes nécessaires importantes, mais nécessaires dans notre réseau pour répondre aux besoins des Québécois. Mais je l'ai mentionné, cette croissance des dépenses en santé, elle est intenable et justifie que nous devons faire les choses différemment. D'abord, rappelons-nous que la pandémie a révélé de nombreuses failles dans notre réseau de la santé. Quand on a déposé le plan de santé, vous vous en souvenez, nous avons donc déterminé qu'il y avait 4 fondations sur lesquelles nous devions travailler pour rebâtir le réseau, un peu comme on rebâtit une maison. Voici une ligne du temps. Elle est tout petite à l'écran, vous aurez le temps de la consulter, mais qui illustre les exemples de changements que nous avons faits ou que nous avons réalisés dans les 4 fondations dont je parle dans le plan de santé. Mais je veux vous en donner quelques exemples qui sont très concrets. Premièrement, qu'est-ce qu'on a fait pour le personnel? On a signé des conventions collectives avec le Front commun et la FIC pour les 5 prochaines années, ce qui permettra une organisation de travail plus flexible. C'est un mot que vous avez entendu souvent, afin d'offrir des meilleures conditions d'exercice sur le terrain, mais aussi une meilleure conciliation de travail-vie personnelle pour nos employés. On a aussi augmenté de 17 000 employés de plus dans le réseau de la santé depuis seulement 1 an, grâce à un recrutement massif et l'ajout de différentes formations accélérées, comme celle des PAB et des infirmières auxiliaires. On a diminué de 60 % le recours aux agences privées depuis fin 2023, ce qui a permis de ramener jusqu'à ce jour plus de 4 000 personnes issues des agences dans le réseau public. Parlons de TSO. On a diminué de 43 % le recours au temps supplémentaire obligatoire pour l'ensemble du personnel et de 67 % uniquement pour les infirmières dans les urgences. On a donné plus d'autonomie et plus de pouvoir
à différents professionnels de la santé et des services sociaux. Et pour nous permettre d'aller encore plus loin, je viens d'apprendre il y a quelques minutes que le projet de loi 67, qui est un autre projet de loi qui passe avec Mme Lebel, vient d'être accepté, où on va augmenter encore la délégation de services à d'autres professionnels. Je remercie encore Mme Lebel de m'accompagner dans ces changements-là. On a aussi augmenté les admissions en médecine. C'est une augmentation notable. Depuis 2020, on est passé de 830 à 1165 admissions annuelles de chaque médecin. En plus de ça, comme je l'ai annoncé cette semaine, notre intention de déposer un projet de loi pour obliger notamment les nouveaux médecins à pratiquer au public dans les premières années suivant la fin de leurs études. Deuxièmement, il est important de rappeler ce qu'on fait en matière d'accès aux données. On veut favoriser un meilleur accès pour les citoyens à ses propres informations de santé et un meilleur accès aux données pour les gestionnaires et pour les chercheurs. Pour ce faire, nous avons adopté la loi 5 sur les renseignements de santé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à terme, les Québécois n'auront plus à répéter leur historique médical à chaque rendez-vous qu'ils ont avec un professionnel de la santé, peu importe où ils sont et avec quel professionnel ils font affaire. Pour les gestionnaires, ça permet un meilleur accès de données et s'assurer surtout que les ressources dans le réseau sont bien utilisées. Troisièmement, pour les technologies de l'information. On a parlé des données, on parle des technologies de l'information. On a déposé un plan ambitieux de modernisation technologique. Parmi les actions de ce plan, il y en a plusieurs. Le dossier de santé numérique qu'on appelle couramment le DSN, qui est en implantation en ce moment dans 2 régions du Québec. Et la plateforme Votre Santé, qui verra le jour au printemps 2025. On revoit nos systèmes d'information, entre autres, pour le soutien à domicile. On a mis en place une approche intégrée pour les hôpitaux virtuels. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pour que les patients puissent retourner chez eux plus rapidement après une opération, tout en continuant d'avoir un service. On a amélioré l'accès à la télémédecine lorsque cela est approprié. Et on travaille en ce moment avec des outils d'intelligence artificielle pour assurer une pertinence en première ligne. Et pour la 4e fondation, qui porte sur les infrastructures et les équipements, on rénove nos hôpitaux et on en construit de nouveaux, comme celui dont vous voyez la photo ici à Vaudreuil, un dossier qui va selon les coûts et selon l'échéancier. Mais ça, à la fine pointe, permettant l'ajout de lits, mais aussi l'ajout des maisons des aînés partout au Québec, qui offrent maintenant des milieux de vie modernes et agréables pour nos aînés. Nous allons poursuivre la modernisation du réseau pour offrir ces milieux que vous voyez pour le personnel, mais aussi pour les patients. Maintenant, ce que je viens de vous présenter sur les changements de fonds, c'est en complémentarité avec ce qu'on a pu poser des gestes peut-être plus simples, mais plus concrets pour améliorer l'accès à notre réseau de santé et des services sociaux. Encore une fois, je vais vous donner des exemples rapidement et vous pourrez consulter la présentation par la suite. On a élargi le rôle des IPS pour qu'elles puissent fournir plus de soins aux Québécois. On a aussi élargi le rôle des pharmaciens. On a diminué la paperasse des médecins, ce qui permettra à terme de libérer plus de 800 000 plages de rendez-vous aux patients et de permettre aux médecins, c'est ce qu'ils veulent faire, de mieux se concentrer sur les soins aux patients. On a aussi pérennisé les centres de vaccination de la COVID à travers le Québec pour en faire des points de service locaux pour désengorger les cliniques et les hôpitaux. Et on a augmenté le dépistage de certains cancers, je suis très fier de ça. Et on va continuer de faire plus de prévention. C'est justement ce que nous avons annoncé la semaine dernière avec l'entrée en vigueur de Santé Québec. D'un côté, le ministère, à l'avenir, sera davantage centré sur la prévention. Les meilleurs réseaux de santé dans le monde, et je l'ai entendu souvent, ont des politiques de prévention fortes et c'est ce qu'on a demandé au Dr Boileau de mettre en place dans les prochains mois. Maintenant, nous avons posé aussi des gestes
important du côté de la santé mentale et de la DPJ, avec mon collègue Lionel Carman. D'abord, je tiens à dire que je suis excessivement sensible aux terribles situations qui ont été rapportées entourant les jeunes de la DPJ. Le ministre Carman a posé des gestes, il y travaille avec acharnement et on salue beaucoup l'arrivée de Mme Hill et on doit faire plus de prévention. On est d'accord. C'est tellement important et c'est une priorité pour notre société. On doit donc poursuivre la mise en œuvre des recommandations de la Commission Laurent. D'abord, je tiens à dire qu'on va continuer à la faire parce que déjà sur le terrain, Mme Hill est là avec son groupe. Maintenant, et pour poursuivre, et ça, c'est un programme que le docteur Carman a mis en place, c'est le programme Agir-Tôt pour le dépistage précoce des enfants. Du côté des aînés, avec ma collègue, la ministre Mme Bélanger, nous avons réalisé un virage massif vers le soutien à domicile. On a eu la construction des maisons des aînés dont j'ai parlé, et récemment, tout récemment, elle a déposé une stratégie gouvernementale qui s'appelle, et j'en suis très fier, la fierté de vieillir. Et en plus, elle fait le conventionnement en ce moment pour des raisons de qualité de plusieurs CHSLD privés. On a mis en place un plan d'action gouvernemental pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées. Et récemment, encore une fois, grâce au travail qu'elle a fait, Mme Bélanger a réussi à faire adopter le projet de loi 11 sur l'aide médicale à mourir. Mais je veux rappeler qu'on fait tout ça dans un contexte démographique qui est changeant et on peut parler rapidement de l'augmentation de la population, on en entend parler tous les jours, mais aussi pour une question de santé, aussi de l'impact du vieillissement de la population. Et avec la tendance à la hausse qui est encore prévue pour de nombreuses années, il ne faut pas se le cacher. La demande pour les services va continuer d'augmenter. Et c'est une raison de plus pour laquelle on doit déployer des efforts pour renforcer notre réseau public. Et lorsque l'on compare nos résultats avec les autres provinces, on voit bien que nous ne sommes pas les seuls à avoir des défis. Et c'est comme ça dans toutes les provinces canadiennes. J'ai la chance de rencontrer souvent de mes collègues ministres de la Santé au Canada et dans d'autres pays, et plusieurs de mes collègues sont dans la même situation que l'on vit au Québec. Par contre, même si ces données-là ne sont pas toujours à notre goût, on doit continuer de s'améliorer et on doit continuer de les mettre au public. Il faut que le public comprenne que c'est sur une base comparable avec d'autres réseaux qu'on va être capable d'améliorer nos pratiques de gestion. Je vais continuer à publier ces données-là. Maintenant, si on regarde les 50 mesures qu'on avait mises dans le plan de santé en mars 2022, j'ai expliqué qu'on est en train de réaliser notre plan d'action. Je veux juste vous donner une statistique. Des 50 actions qu'on avait mises dans le plan en 2022, 48 sont réalisées ou en voie de l'être présentement et seulement 2 sont à entreprendre dans les prochains mois. Ça démontre qu'on est dans la bonne direction et qu'on fait les choses dans l'ordre. Maintenant, vous allez demander, est-ce que ça donne des résultats? De plus, quand on regarde dans le contexte difficile que j'ai expliqué tout à l'heure, on a réussi à s'ajuster aux besoins et nous nous sommes améliorés. Le plan stratégique qui est déposé à chaque année, qui est mis à jour, cette année, à la fin de l'année de mars 2024, on a atteint 64 de nos cibles pour l'année qui s'est terminée en 2024. Est-ce que c'est très bon? La réponse est non. Mais ces résultats se comparent à des taux de 40 avec l'année précédente. Je le dis, on s'est amélioré, mais c'est très loin d'être suffisant. Et pour ça, maintenant, regardons ce qu'il nous reste à faire. Il en reste beaucoup. Je sais qu'il y a des éléments qui doivent être priorisés à court terme. Je l'entends tous les jours au Salon Rouge, mais je vais quand même passer à travers parce que les gens ont raison de questionner ce qui reste de nos défis. Parlons de l'accès. L'accès, c'est les temps d'attente dans nos urgences, c'est le rattrapage des chirurgies. Et pour ça,
On doit aller chercher, et j'en ai discuté amplement, de l'utilisation complémentaire des cliniques privées si on veut vraiment faire du rattrapage. Pour les aînés, dans nos défis, c'est de continuer à faire le virage massif vers les soins à domicile. On dirait qu'à chaque fois qu'on rajoute des services, il y a encore plus de demandes. C'est normal, les gens veulent rester à la maison et on va continuer de trouver les budgets pour pouvoir le faire. Dans les services sociaux, j'en ai parlé tout à l'heure, il faut vraiment, en ce moment, faire le focus avec Mme Hill sur le chantier des centres de jeunesse. C'est vraiment notre priorité. Mais du côté du ministère, j'en ai parlé, je vais y aller rapidement, le focus doit être mis, entre autres, sur la prévention. Et dans les opérations, l'arrivée de Santé Québec, le 1er décembre prochain, qui a été instituée par la nouvelle loi, la LG4S, qu'on a passée, qu'on appelait le PL15, il pourra donner plusieurs leviers de gestion, dont la gouvernance médicale renouvelée. On oublie souvent que le PL15, c'était Santé Québec, mais c'était beaucoup la gouvernance médicale. Puis moi, ce qui était important, c'était de transférer aux gens de Santé Québec des leviers pour qu'ils puissent faire les changements. Maintenant, les négociations qui sont en cours. On poursuit en parallèle nos négociations avec les fédérations médicales, encore une fois, puis une chance que je l'ai, avec la collaboration de santé de Sonia Lebel, la présidente du Conseil du Trésor. Et ces deux négociations-là seront, puis vous en douterez pas, des derniers éléments clés auxquels nos actions convergent pour réussir notre transformation. L'atteinte des objectifs d'accès, de pertinence, sera intégrée dans les nouvelles conventions. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on va mettre vraiment des indicateurs au niveau de la pertinence des soins, au niveau des résultats qu'on s'attend et bien clairement identifier nos priorités gouvernementales, soins à domicile, protection des aînés, CHSLD. Ça va être la première fois que c'est fait dans nos négociations. Maintenant, la deuxième partie. On a regardé ce qu'on peut faire, ce qu'on a fait, ce qui nous reste à faire. Pardon, excusez-moi. Mais maintenant, il faut revoir, et je veux juste être très clair, il faut revoir comment chaque Québécois peut avoir accès aux services de santé et de services sociaux. Si vous regardez à l'écran, vous voyez la population de 8,5 millions de Québécois. Puis juste pour qu'on se comprenne, on est plus que 8,5. Ça, c'est le nombre de personnes qui ont droit à la carte d'assurance maladie. Alors, quand je réfère à 8,5 millions, vous le savez qu'on est un petit peu plus que ça. Les experts en santé et services sociaux sont unanimes. Les meilleurs réseaux de santé dans le monde s'appuient sur une première ligne forte. Excusez-moi, je vais prendre un petit peu d'eau. Dans les dernières années, il était très clair pour nous que on avait ce que j'appelle une solution temporaire pour être capable de mieux servir les Québécois pendant le temps qu'on visait ce que j'appelle la prise en charge populationnelle. Alors, ce que vous voyez à l'écran, puis peut-être qu'on pourrait revenir d'une page, je veux juste qu'on se comprenne bien quelle est la situation actuelle, parce que je sais qu'il y a des journalistes dans la salle qui connaissent bien ces statistiques-là, mais je voudrais qu'on soit très clair. Il y a en ce moment 7 millions de Québécois qui ont un accès à un médecin de famille. Bon, il y en a qui disent qu'ils ne le voient pas souvent, mais au moins, ils ont un médecin de famille qui est identifié. Et sur ces 6-là, ont un médecin de famille, donc il y en a 1 million qu'on a réussi, et c'est la prochaine page, on a réussi, grâce au GAP, à ce qu'1 million de patients par année puissent avoir accès, même s'ils étaient ce qu'on appelle une clientèle orpheline. Donc, c'est plus de 1 million de Québécois qui n'avaient pas ce médecin de famille-là, qui ont pu avoir un rendez-vous. Mais j'ai toujours dit qu'il fallait aller plus loin si on veut avoir une ligne forte. Il manque encore des Québécois qui ne l'ont pas. Alors, avec la convergence de toutes les mesures qu'on a faites, autant dans nos fondations dont j'ai parlé tantôt, que dans les mesures d'accès, on est capable aujourd'hui de passer à une autre étape et d'aller maintenant vers cette prise en charge où tous les Québécois ont accès au bon moment à un professionnel de la santé. À un professionnel
qui les connaît et qui peut les suivre dans le temps. J'aimerais donc vous présenter aujourd'hui, avec beaucoup de fierté, les grands principes de notre vision pour la première ligne pour les prochaines années. Premièrement, chaque Québécois doit être associé à un milieu de soins de sa région. Qu'est-ce que ça veut dire, un milieu de soins? Un GMF, un CLSC, par exemple. Donc, l'identification de tous les Québécois à un milieu de soins. Mais plus encore, chaque Québécois doit être inscrit soit à un médecin de référence ou à un groupe de professionnels dans son milieu de soins dont je vous ai parlé. D'ailleurs, cette approche qui va nous conduire à la première ligne que l'on veut avoir dans les prochaines années, d'ailleurs, cette approche-là de prise en charge est déjà en implantation dans certaines régions du Québec et fait consensus au sein de la communauté médicale et de plusieurs experts. Donc, pour être très clair aujourd'hui, notre objectif, c'est qu'il y ait 8,5 millions de Québécois qui soient pris en charge avec cette approche populationnelle d'ici l'été 2026. Ainsi, on a besoin que les médecins et le syndicat de la FMOQ, dans le cadre des négociations qui sont en cours, soient au rendez-vous, comme ils l'ont été lorsqu'on a fait la mise en place du GAP. Je tiens à mentionner que je n'oublie pas non plus les négociations avec le syndicat des médecins spécialistes dont j'ai parlé tout à l'heure, qui vont aussi nous permettre d'améliorer l'accès, puisque les consultations pour un spécialiste font aussi partie de cette équation-là. En terminant, et merci de votre patience, je rappelle que la combinaison des changements que nous avons faits et ceux qui sont en cours présentement, comme les négociations avec les fédérations médicales, nous permettent de proposer aux Québécois cette vision de la première ligne. C'est grâce aux nombreuses avancées du plan santé qu'on peut avoir l'ambition que tous les Québécois aient accès à leur réseau de santé et de services sociaux à la hauteur de leurs attentes. Oui, on a parcouru beaucoup de chemin avec mes collègues, Mme Bélanger et Dr Caman, depuis qu'on a déposé le plan. Mais je tiens surtout à remercier les efforts du ministère, des employés du ministère, mais aussi de tout le personnel du réseau au cours des dernières années. On n'en a pas eu de facile, mais la gestion du changement continue, puis c'est ensemble que nous allons avancer. Parlant d'avancer ensemble, je réitère que Santé Québec prendra le relais des opérations à compter du 1er décembre et j'ai très hâte qu'ils viennent vous présenter leur vision et leurs actions des prochains mois. Il reste beaucoup de travail à faire, mais je veux que les Québécois sachent que nous avançons dans la bonne direction et que nous posons tous les gestes nécessaires pour améliorer l'accès et rendre le réseau plus humain et plus performant. Je vous remercie beaucoup. Nous allons maintenant passer à la période de questions pour les journalistes. Je vous inviterai à vous rendre au micro, à vous nommer, de même que le média que vous représentez. Je vous demanderai aussi de vous limiter à une question et une sous-question. Merci. Oui. Bonjour, M. Dubé. Je vais commencer par une question statistique. Vous dites qu'il y a 17 000 personnes de plus dans le réseau là, depuis, je pense, vous remontez à 2022, là, si je me souviens bien. Mais il reste qu'il y a des régions en ce moment où il manque de personnel. Est-ce que vous êtes capable de nous dire aujourd'hui combien de personnes il manque dans le réseau, par exemple du personnel soignant, les infirmières, etc., et combien de médecins également il manque en ce moment dans le réseau, parce que vous ouvrez aussi les facultés de médecine à plus de candidats. Ouais. Allons-y du côté des employés. Il faut aussi d'abord, premièrement, je suis content qu'on ait réussi à commencer à attirer du personnel parce que ça faisait plusieurs années qu'on perdait du personnel. Donc, c'est sûr que les règlements des conventions collectives, tout ça va nous aider encore. Mais je vous dirais qu'on a un total de 350 000 employés environ, là, avec les 17 000 qui sont rentrés. Par contre, on a à peu près 50 000 personnes de ces employés-là qui sont absents de façon régulière pour toutes sortes de raisons. C'est des congés d'absence, etc. C'est des accidents de travail. Alors moi, je pense que si on avait un taux d'absentéisme beaucoup plus bas de ces personnes-là, je ne pense pas qu'on aurait besoin d'engager du personnel supplémentaire. Ça, c'est mon premier commentaire. Deuxièmement, il est beaucoup plus difficile d'avoir des gens en région
Puis on travaille, d'ailleurs, des nouvelles conventions qui viennent d'être signées vont avoir des bonifications supplémentaires pour 3 régions. Puis nos 4 grandes centrales l'ont accepté. Là, maintenant, il reste à les répartir entre les professionnels, mais je pense à l'Abitibi, je pense à l'Outaouais et la Côte-Nord. Donc, on a eu de bonnes conventions collectives, mais il y a aussi des montants supplémentaires qui vont être faits pour ces 3 régions-là, parce qu'on le sait, ces 3 régions-là ont des difficultés d'attraction pour différentes raisons. Mais juste pour être clair, le chiffre, c'est 50 000 ou c'est... Le chiffre exact, c'est 52 000 personnes absentes du 350 000. Alors, ce sont nos employés, on les paye, mais ils sont pas dans nos hôpitaux, ils ne sont pas dans nos soins à domicile. Alors, un des mandats avec l'arrivée de Santé Québec, c'est de retrouver dans les meilleures pratiques, c'est quoi les taux d'absentéisme qu'on devrait avoir pour un réseau de 350 000 personnes. Pour la question des médecins, c'est un beau débat. Je vais faire attention de ne pas me mêler de négociations aujourd'hui avec ma collègue. Mais on a un débat avec la FMOQ de savoir quelle est l'activité attendue d'un médecin. Ce n'est pas un débat que je ferai de façon publique, mais on est en train de l'avoir aux tables de négociation parce qu'il y a une approche qui est prise en ce moment et qu'il faut respecter. Puis ça, je l'ai dit souvent, il faut respecter qu'aujourd'hui, ce n'est pas tout le monde qui veut travailler de la même façon qu'il y a plusieurs années. C'est pas tout le monde qui veut être capable de faire 7 jours par semaine, puis travailler, puis de voir des patients. C'est différent. Alors aujourd'hui, il faut prendre acte de ça, puis de voir comment on s'organise avec les médecins qu'on a, comment on peut être capable de donner le service que les patients s'attendent. Mais par contre, je vous dirais que lorsqu'on a décidé, lorsqu'on est arrivé au gouvernement en 2018, on a augmenté, je l'ai montré tout à l'heure, ça faisait des années qu'il y avait un gel d'embauche des médecins, de formation des médecins, je devrais dire, à 800 à peu près par année. On est rendu à presque 1200. Mais former ces médecins-là, M. Lacroix, ça prend 6, 8 ou 10 ans, dépendamment des spécialités. Alors, ceux qu'on a engagés de plus, qu'on a formés, en 2018-2020, bien, c'est cette année, l'année prochaine, qu'ils vont commencer à rentrer. Alors, on a accepté le principe qu'on voulait plus de médecins, autant des spécialistes que des omnis. C'est à peu près 50-50, mais ça prend du temps à aller. Mais si je comprends bien, là, puis vous semblez dire qu'il y a suffisamment de personnel en regard de la population en ce moment, mais que s'il faisait plus d'heures, on n'aurait pas cet enjeu-là. Bien, parce que vous dites on est en égo là-dessus. Oui, bien, on sait tous qu'on est en égo. Mais ce que je vous dirais simplement, je pense que c'est beaucoup une organisation de travail. Pourquoi qu'on a demandé de la flexibilité à nos infirmières? Moi, je suis très content qu'on ait réussi à régler ça. Puis il y a eu beaucoup, je ne veux pas faire de jeu de mots, mais de flexibilité des deux côtés. Mais quand je regarde la flexibilité qu'on demandait, M. Lacroix, le mercredi, là, dans un hôpital, on n'a jamais de difficulté à se trouver du personnel. Jamais. Et regardez un vendredi soir aux urgences ou un dimanche matin, c'est difficile de trouver du personnel. Est-ce que globalement, on a assez de personnel? La réponse est oui. Mais est-ce que dans certaines heures défavorables? Alors, c'est pour ça qu'on demandait à nos infirmières et au personnel, est-ce qu'on peut avoir un peu de flexibilité pour être capable de répartir le bon nombre de personnel qu'on a, mais à travers ces différentes périodes-là de la semaine. Merci. Prochaine question. Bonjour, M. Dubé. Juste une précision, vos 2 collègues sont où? Oh boy. Premièrement, ils m'ont beaucoup aidé dans les 2 dernières années. Bien, ils ne sont pas là. Lionel est sur d'autres choses en ce moment. Sonia, je la voyais tantôt au Salon Rouge. J'allais aller faire une présentation. Je pense que c'est une maison des aînés. Moi, on travaille ensemble. Il n'y a pas d'enjeu. Voilà. OK. Vous l'avez admis, là, ça ne va pas si bien. Vous ne pouvez pas dire que ça va bien dans le réseau de la santé parce qu'une de vos promesses phares, c'était 90 minutes d'attente aux urgences. On est loin du compte, là. Ça, vous le reconnaissez. Là. Je le reconnais. Puis c'est pour ça, tout à l'heure, quand je vous ai donné des statistiques, je veux juste qu'on se comprenne. Vous aurez la chance peut-être de le regarder un petit peu plus tard, là. Mais ce que j'ai commencé à faire, parce que moi, je me questionnais, là, ça fait au moins 1 an que je me dis, comment ça se fait qu'on n'est pas capable de baisser? Là, c'est peut-être un peu technique, mais on appelle ça la prise en charge. La prise en charge, c'est ça qu'on avait dit qu'on irait à 90 minutes.
Mais là, quand j'ai commencé à regarder pourquoi on n'est pas capable de baisser ça, on a des endroits où on l'a, mais c'est très rare. Et là, récemment, avec M. Abergel, là, qui est le numéro 2 à Santé Québec, on disait on va commencer à se comparer avec les autres entités, avec l'Ontario, etc. C'est pour ça que je vous ai mis ce tableau-là. Là, c'est très récent qu'on vient de le faire. On va continuer à l'améliorer. Mais je vais vous dire, toutes les autres provinces, eux autres, ils ne prennent pas le temps moyen, ils prennent le temps médian. Vous allez me dire, c'est du chinois, là. Mais quand on prend le temps médian, là, vous regardez notre tableau, là, on est à la même place que tout le monde. Alors donc, on n'est pas les seuls à avoir ce problème-là. Alors, je ne vous dis pas que ça l'excuse, mais ça veut dire que tout le monde a le même enjeu. Des fois, un manque de médecins, des fois, il y a... Puis, je vais être technique, là, puis je veux pas... Mais ce qui est important aux urgences, c'est ce qu'on appelle le niveau de priorité, les P1 et les P2. Les autres, les P3, les P4 et les P5, c'est des visites qui devraient se faire en GMF, avec un médecin, mais dans une clinique. Savez-vous que le temps, puis je pourrais le publier, que le temps d'attente pour les P1 et P2 n'a jamais bougé depuis 3 ans. Alors, ce qu'il faut faire, c'est pas tellement aux urgences qu'il faut travailler, c'est travailler en amont, c'est-à-dire dans les GMF, pour être sûr que les patients sont pris en charge et que les patients qui ont des P3, P4, P5, je m'excuse, c'est technique, là, mais que ces patients-là aillent dans leur GMF, voir leur médecin de famille, et là, on va avoir le 90 minutes dont on parlait. Voilà. Prochaine personne. Je veux juste poser ma deuxième. Je trahis mon âge. C'est le rapport Rochon, là, sur la prise en charge dans les. Ça fait longtemps. Donc, vous nous avez annoncé que vous voulez prendre 850 000 patients en charge d'ici 2025. Oui. C'est ça. Bien, j'ai dit 2026. 2026. 2026. Bon, on était ensemble lorsque vous avez fait ça avec le docteur Amiot. Là, vous aviez l'air de 2 meilleurs amis de collège. Sauf que ça ne fonctionne pas actuellement. La prise en charge, elle n'est pas là. Les gens appellent, ils n'ont pas de rendez-vous. Puis aujourd'hui, vous rajoutez une couche, vous dites, on va atteindre presque le million de personnes. C'est pas un peu du rêve, M. Dubé, ce que vous venez de dire aujourd'hui? Là? Je me permets là, de vous corriger un petit peu. Le temps d'attente pour le GAP, où on a servi plus de 1 million de personnes dans la dernière année, le temps d'attente pour avoir un rendez-vous est passé de plus de 100 heures à 36 heures. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est quelqu'un qui appelle au GAP, qui est un patient orphelin, qui dit « Moi, je veux un rendez-vous ». Il parle à l'infirmière qui lui dit « Laissez-moi discuter avec vous de la sévérité de votre cas et en dedans de 36 heures pour avoir un rendez-vous. Pouvez-vous me donner des cas où ça n'a pas fonctionné pour X raison? Il y en a. Mais moi, je vous dis qu'il y a 1 million de Québécois qui ont réussi à avoir un rendez-vous par le GAP sans voir un médecin de famille. Alors, moi, je regarde ce qui fonctionne, ce qu'on a réussi à faire avec plus de 400 infirmières qui répondent au téléphone ou qui répondent ce qu'on appelle maintenant au GAP numérique, parce que les gens remplissent une quinzaine de questions pour savoir s'ils ont besoin de voir vraiment un médecin ou un autre professionnel. Ça fonctionne beaucoup mieux et c'est sur cette expérience-là qu'on bâtit pour être capable de dire... je vous donne l'exemple, puis je m'excuse, je ne veux pas être trop long. Quand on a mis le GAP en place, c'était nouveau. Les gens au Canada regardaient ça. On a eu des appels. Il n'y a personne qui faisait ça. Quand on regarde la promesse que la Fédération des médecins, des Omnis, puis je l'ai salué dans mon allocution tout à l'heure, ils ont été extraordinaires. Puis c'est pour ça qu'on était content d'annoncer ça. L'objectif, c'était quoi? C'était 500 000 patients. Vous vous rappelez de ça? C'était 500 000. On disait qu'on allait regarder les 2 prochains trimestres de l'année. On en a fait 1 million. Alors, imaginez, vous me dites, est-ce qu'on peut en prendre dans une nouvelle formule, plus au cours des 2 prochaines années? C'est pour ça que je dis, si on réussit à s'entendre avec la FMOQ, comme on a réussi avec le GAP, moi, je pense que c'est possible. C'est à nous de travailler ensemble dans les prochains mois. Merci. Bonjour, M. Dubé. Pierre-Alexandre Bolduc de Radio-Canada. Si on comprend bien, cet objectif-là, elle est dans les mains des médecins, de la FMOQ puis de la FMSQ. Elle est dans les mains de tous nos professionnels. Puis je m'explique. On est rendu maintenant avec 400 GMF au Québec, de groupes de médecine familiale. 400 GMF
qui font à peu près 75 à 80 de tous les rendez-vous au Québec. Ça veut dire à peu près 17-18 millions de rendez-vous. Pour ceux qui ont vu l'analyse de l'INES, là, c'est de ça dont on parle. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que de plus en plus, puis il y a des GMF là, qui sont des années en avance sur d'autres. Là. J'en ai une ici à Québec que je suis allé visiter récemment, celle de Le Bourgneuf, là, entre autres, qui sont capables en ce moment de prendre non seulement des rendez-vous de qualité, mais ce qu'on appelle de l'accès adapté, de prendre du sans rendez-vous, etc. Je dois juste vous dire que ces gens-là travaillent, c'est pas juste un médecin qui est là. C'est un médecin qui est là avec un psychologue, un travailleur social. C'est un médecin qui, dans sa GMF, est capable d'aller prendre une radiographie. La personne n'a pas besoin d'attendre 2 jours pour ses résultats. Elle change d'étage à la GMF, elle est capable d'avoir sa radiographie ou d'avoir son test sanguin à l'intérieur de quelques minutes. C'est ça, la vision. C'est d'avoir des GMF. Alors, quand on dit que les meilleures pratiques dans le monde, et il y a déjà de nos médecins, de nos professionnels qui ont appliqué cette méthode-là, de dire maintenant, je vous prends en charge dans ma GMF, et en plus, vous savez c'est qui votre médecin de référence, et si lui, selon l'évaluation qui est faite, il n'y a pas besoin de vous voir vous, il peut vous référer à un autre professionnel de la santé. Question plus philosophique. Est-ce que c'est plus difficile, plus compliqué que ce que vous pensiez quand vous avez pris les commandes? Là? Je vous dis oui. Oui. Je pense... le premier ministre m'avait averti, parce qu'il y avait quand même l'expérience d'avoir été ministre de la Santé dans un certain temps. Je peux vous dire que oui, c'est probablement le dossier le plus difficile que je vais avoir eu, mais je ne m'attendais pas que ça soit si difficile. Bonjour, M. Dubé. Caroline Plante de la Presse canadienne. Ben oui, bonjour. Oui. Donc, pour les patients en attente d'une chirurgie depuis plus d'1 an, on est à 10 700 quelques. Ouais. L'objectif, la cible pour le 31 décembre, c'est 2 500. Ouais. Est-ce que vous repoussez encore cette cible? Est-ce que vous vous mettez déjà un nouvel objectif? Bien, écoutez, premièrement, je vais regarder le côté positif de la chose, parce que c'est probablement le dossier qui me dérange le plus, le retard dans les chirurgies. Vous le savez, là, puis surtout lorsqu'on a des chirurgies qui sont excessivement difficiles à faire. Quand on a commencé, après la pandémie, on avait 23 000 chirurgies qui étaient en attente de plus qu'1 an. On a baissé ça assez rapidement à 12 000, et là, on baisse à peu près 250 par mois. C'est pas assez vite. C'est pas assez vite. Je pense pas qu'au rythme actuel de 250, on va être capable d'atteindre le 2300 en décembre. Là, je pense que vous ne me prendriez pas au sérieux. Notre enjeu, puis je vais le faire rapidement, notre enjeu, c'est pas uniquement un problème de personnel, mais c'est un problème d'organisation de travail. Je perds à peu près 150 chirurgies par jour parce qu'on a beaucoup de cancellations entre 2h et 4h de l'après-midi. Moi, j'ai demandé, puis je pense qu'on va avoir une très belle collaboration de la FIC une fois que toute l'encre est séchée. Là. C'est pour dire, on s'est entendu avec eux, que les heures supplémentaires qu'on a besoin de faire. Alors, des fois, on cancelle une chirurgie qui devait commencer à 2h, puis on dit, mais c'est une chirurgie qui va prendre 4 heures. Bien, les gens disent, on ne sera pas capable. Puis là, on n'avait pas les ressources pour payer, exemple, de temps supplémentaire, ou, en tout cas, l'employé ne voulait pas le faire. Là, maintenant, on est en train de régler ça. On discute, entre autres, avec l'IPAM. Alors, c'est un petit peu compliqué. On va le trouver. Mais la minute que nos infirmières sont là, je l'ai dit souvent dans les dernières semaines, il faut être capable d'opérer. On fait à peu près 33 000 opérations par mois. Mais il faut monter à 35 000, 37 000. C'est ça qui est l'objectif. C'est quoi la nouvelle cible? Bien, c'est toujours 2500. Moi, ce que je veux... Mais je veux dire la nouvelle date, dans ce cas-là. J'en ai pas en ce moment. Pour être honnête, là, j'ai demandé à M. Abergel, là, il rentre en fonction dans 2 semaines, Santé Québec. Le dossier le plus important qu'ils ont, Santé Québec, en ce moment, c'est le rattrapage des chirurgies. Êtes-vous d'accord avec le premier ministre qui a dit en Chambre aujourd'hui, et je le cite, « Malheureusement, on parle d'années pour être capable de vider les listes d'attente. » On parlait de chirurgie. Êtes-vous d'accord avec lui que ça va prendre... On parle d'années, là? Oui. Savez-vous pourquoi? Parce que moi, je me souviens, la première fois que j'ai rencontré le docteur O'Patterney, qui est maintenant la grande PDG du CUSUM, elle m'a dit, « Monsieur Dubé, quand elle était au ministère, elle dit, on avait réussi, avant la pandémie,
à baisser les listes d'attente à 100 000. À 100 000, là, quand vous faites 400 000 chirurgies par année, c'est à peu près ça qu'on devrait faire, bien, ça veut dire qu'à tous les 3 mois, vous renouvelez votre portefeuille de chirurgie. Ça va? Alors, ce qu'elle me disait, c'est pas en ce moment, avec la pandémie, c'est 60 000 de trop qu'on en a. Alors, quand le premier ministre dit ça, on aura toujours des chirurgies en attente. L'enjeu, c'est de ne pas en avoir principalement plus que 100 000, parce que là, c'est là qu'on est obligé d'avoir des chirurgies qui sont plus qu'un an. Alors, on travaille sur 2 choses. On a réussi, on est capé à 160 000 depuis des mois. Moi, mon premier objectif, c'est celle que vous avez dit, de plus qu'un an. Puis après ça, on va être capable de commencer à baisser le 160 000. Mais il y aura toujours des chirurgiens en attente. Le Merci. premier ministre a aussi dit que les Québécois comprennent la situation. Est-ce que vous estimez aussi que les Québécois comprennent? Bien, je pense que les Québécois, on a tout passé la pandémie ensemble. Je pense qu'ils comprennent tout l'impact du vieillissement de la population, de l'augmentation de la population. Je pense que ce qui est important pour les Québécois, puis ça, c'est pour ça que j'ai insisté aujourd'hui, là, c'est peut-être un peu plus long, mais je pense que s'ils voient tous les efforts qu'on est en train de faire, puis qu'on suit un plan de match très clair, je pense que les Québécois voient que les choses progressent. Est-ce que ça progresse toujours à la vitesse qu'on voudrait? Je peux vous donner bien des raisons, je vous en ai expliqué. Mais il y a un phénomène important. Puis je vous le dis, la négociation des 2 prochaines fédérations est critique au cours des prochains mois. Prochaine personne. Oui, bonjour, Isabelle Bonjour. Porter du Devoir. Ben oui. Si je me rappelle bien, quand vous aviez présenté le plan santé à l'origine, ça devait se terminer pour printemps 2025. Est-ce que vous pensez vraiment atteindre l'ensemble des 50 objectifs au complet pour cette échéance-là ou c'est juste pas réaliste? Non, ce que j'avais dit, puis Mme Porter, je vous connais bien, puis vous me connaissez aussi, j'ai dit que, puis je l'ai dit souvent au cours des dernières années, je n'ai pas changé d'idée, j'ai dit que mon horizon 2025, c'était pour être capable de voir un changement, être capable de dire, est-ce qu'on peut bouger l'aiguille? Moi, je regarde plusieurs de nos indicateurs en ce moment, puis je prends l'exemple des soins à domicile. On est exactement là où on voudrait. La seule chose qui nous reste, là, c'est qu'on a un peu plus de listes d'attente. Mais regardez les volumes qu'on a passés. On a passé de 20 millions d'heures ou un peu moins. On est rendu à 25 millions d'heures en soins à domicile. Alors oui, on peut bien regarder ceux qui ne fonctionnent pas, puis je les ai nommés clairement, là, je le reconnais. Mais en même temps, je vous dirais, moi, je le vois que l'aiguille est en train de bouger. Je vous ai donné une quinzaine d'exemples aujourd'hui. Pensez juste au TSO. Rappelez-vous comment on entendait parler des infirmières qui nous disaient le TSO, ça n'a pas de bon sens, il y en a partout. On l'a baissé de 60 %. Alors, il y en a des choses qu'on a améliorées. L'enjeu, puis je le comprends à la question de votre collègue tout à l'heure, est-ce que les gens voient ça dans leur quotidien, ces améliorations? Non. Souvent, la personne dit, ben moi, j'attends encore pour ma chirurgie. Et c'est ça qui me dérange le plus. Mais je vous dirais, est-ce qu'en 2025, vous dites le printemps, moi j'ai dit 2025, c'est correct, mais est-ce qu'en 2025, puis surtout avec l'arrivée de Santé Québec qui va se concentrer ces opérations, ça va être très clair, là, quand je disais, Monsieur Abergel, dites-moi les chirurgies, à toutes les semaines, où est-ce qu'on est rendu? Je pense qu'en 2025, les Québécois et vous allez voir la différence. Puis, sinon, mais il y a quand même des absents dans ce plan. Vous parlez de la première ligne, mais vous ne parlez pas des mini-hôpitaux privés. Est-ce que cette formule-là fait partie de la solution sur laquelle vous misez pour améliorer l'accès? Bien, peut-être que la définition de privé va se clarifier dans les prochains mois avec le débat qu'on a lancé avec les nouveaux médecins qui sortent de l'école. Puis je vous explique pourquoi. Parce que ce que je pense qui est galvaudé ou peut-être mal compris, incluant nous lorsqu'on était en campagne électorale, il aurait peut-être fallu préciser qu'est-ce qui est privé. Est-ce que c'est l'immeuble ou c'est les médecins? Puis je vous donne cet exemple-là. Y a-t-il quelqu'un qui se plaint aujourd'hui d'aller dans une de nos 400 GMF qui sont de propriété privée? Oui, il y a quelques exemples qu'on doit corriger, là, mais de façon générale, c'est la propriété de l'immeuble qui est privée. Souvent, la plupart du temps, la propriété de médecins. Mais qu'est-ce qui est important pour le patient? C'est que le médecin soit un médecin qu'on appelle
facturant, c'est-à-dire qui envoie sa facture à la RAMQ et pour le patient, c'est gratuit. Alors, pour moi, quand on a parlé des hôpitaux privés, moi, c'était très clair, après quelque temps, qu'on aurait dû bien préciser que c'est la question de l'immeuble qui est privé et non le principe de l'hôpital privé en termes de facturant. Vous me suivez? Puis le meilleur exemple que je peux vous donner, Mme Porter, puis moi, j'en ai fait ouvrir une, puis je suis très fier de ça, c'est la clinique Hop en pédiatrie. M. Barrette en avait ouvert une à Brossard, très beau succès, et on a dit on a un problème dans nos urgences Saint-Eustache, Saint-Jérôme. J'ai demandé à ces médecins-là, pouvez-vous ouvrir une deuxième clinique? Ça s'est fait dans 9 mois. 9 mois plus tard, ils ont un rythme de 60 000 enfants dans leur clinique d'urgence en pédiatrie. Alors, est-ce qu'on peut être contre ce privé-là? Aller faire un rendez-vous avec des parents le matin là, qui rentrent là sans rendez-vous, 1 heure après, tout le monde est sorti. Mais on parle quand même Merci. d'hôpitaux. C'est parce que là, vous m'avez Oui, donné mais c'est des exemples de parce que- cliniques, mais ce serait quand encore une même fois, des tantôt- hôpitaux. Non, mais c'est une bonne question. Madame Porter, ce que je vous dis, c'est quand les gens voient un hôpital, on voit des chambres et tout ça, je pense qu'il va falloir mieux définir. Définir qu'est-ce que ça veut dire. Puis nous, on voudrait, jusqu'à maintenant, puis je pense que ça n'a pas changé, ce qu'on veut, c'est, autant je vous disais, une clinique Hop, qu'on a maintenant 2 pour les enfants. Ce qu'on voulait, surtout dans l'Est de Montréal, c'est avoir une version gériatrique. Parce qu'en ce moment, notre problème, on le voit avec le vieillissement de la population, il faut mieux traiter nos aînés. Puis je pense que c'est ça qu'on devrait faire cette première-là, une clinique où les gens présentent leur carte soleil, mais où on a peut-être été plus efficace dans la construction et l'aménagement du lieu. Merci. Prochaine personne. Bonjour, Geneviève Lajoie, Journal de Québec, Journal de Montréal. Bonjour, Monsieur Dubé. Je vais vous ramener sur le plancher des vaches. Là. De plus en plus de gens sont forcés d'aller au privé puis payer de leur poche pour une otite ou pour passer un test de streptocoque afin d'obtenir une prescription pour un antibiotique parce qu'ils ne réussissent pas à avoir un rendez-vous chez un médecin. Est-ce que dans votre livre à vous, est-ce qu'en fonction de votre vision du réseau de la santé, est-ce que c'est une situation normale et qui risque d'être de plus en plus fréquente? Bien, c'est pour ça que j'ai dit que j'étais peut-être dans le club des mal cités cette semaine. Là. Mais ça, pour moi, c'est pas acceptable. Puis c'est pour ça que j'ai dit qu'à un moment donné, il fallait arrêter le privé sur certains aspects. Mon terme n'était pas exact, mais maintenant, je vais être très clair. La vision qu'on a aujourd'hui, puis tout à l'heure, je vous disais, quand on parle de P3, P4, P5, ces priorités-là, elles devraient être en GMF ou devraient être en CLSC. C'est pas normal de faire attendre un enfant avec son père ou avec sa mère 10-12 heures à l'urgence. C'est pas ça ma vision. Est-ce que je comprends que les parents qui, au lieu d'attendre à l'urgence, vont aller mieux payer, même s'ils veulent pas le faire, pour aller soit avoir un prélèvement ou pour aller avoir un traitement de titre. Je suis d'accord avec vous. Maintenant, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ce qu'on annonce, pour être très, très clair, là, il faut que cette prise en charge-là se fasse en amont de l'hôpital. Et se fasse en amont de l'hôpital de la même façon qu'on le fait avec, justement, les 6 millions de Québécois qui ont déjà un médecin de famille. Alors, pour répondre à votre question, notre vision est très claire. En ce moment, c'est comme ça, mais c'est là qu'on s'en va, et c'est pour ça que je donne Vous allez me dire que c'est quelqu'un a dit tantôt, je pense que c'est M. Lacroix, que c'était un objectif ambitieux. Je suis d'accord. Mais on avait un objectif ambitieux quand on a fait le GAP, puis on l'a réussi avec les médecins. Je vois pas pourquoi on ne réussirait pas celui-là aussi. Monsieur Dubé, vous savez que les Québécois, certains paient jusqu'à 50 de leurs impôts, de leur salaire en impôts, notamment pour le système de santé. Aujourd'hui, les partis d'opposition ont parlé de contrat social brisé. Est-ce que dans ce contexte-là, puisque de plus en plus de gens sont obligés d'aller vers le privé, puisqu'ils ne sont pas capables de prendre un rendez-vous, d'avoir un rendez-vous avec un médecin pour des traitements simples, est-ce que les Québécois devraient finalement payer moins d'impôts puisqu'ils n'ont pas les services pour lesquels ils paient? Non, Madame Lajoie, soyons clairs, là. La situation que vous décrivez en ce moment, c'est peut-être pas les bons mots pour le dire, mais c'est pas ça qu'on veut. Ce que je viens de vous présenter aujourd'hui, là, c'est ça qu'on veut avoir.
être capable que chaque Québécois puisse être pris en charge dans son milieu, dans sa région, un endroit clairement identifié comme une GMF, hein, c'est la première chose, et qu'il soit capable de dire directement à son médecin ou à un professionnel de la santé de le faire gratuitement. C'est ça qu'on présente aujourd'hui. Puis on donne un échéancier au Québec. J'ai pas peur de mettre un échéancier. Il est ambitieux, mais c'est ça qu'on va avoir. Alors, c'est ça qu'on fait. Merci. Prochaine personne. Oui, bonjour, Fanny Lévesque, La Bonjour, Presse. Fanny. Je vous ramène un peu là, sur votre annonce, finalement, sur la prise en charge. J'essaie de comprendre, puis j'aimerais ça qu'on soit clair aussi pour les gens qui, peut-être, commencent à utiliser le GAP. Là. Donc là, ce que je comprends, c'est que, bon, le GAP, c'est temporaire. Ça veut dire que, qu'est-ce qui change? Là? Parce qu'il me semble que le GAP, on prenait une prise en charge collective. On était donc affilié à un GMF. Ouais. Là, vous présentez une autre plateforme, finalement, pour avoir accès à la première ligne. Faites-moi la différence entre ce qu'il va avoir en place et le GAP. Ouais. C'est une bonne question, puis c'est d'ailleurs pour ça qu'on a accepté avec la FMOQ l'an dernier de reconduire. On appelait ça une entente passerelle, parce que vous vous souvenez, il y a eu un petit débat l'été passé, là, comment on allait reconduire le GAP. On l'a reconduit pour 9 ou 12 mois, je ne me souviens pas, je pense que c'est le 31 mars. Alors là, on a le temps de voir et de discuter avec la FMOQ comment on fait la transition du GAP à ce qu'on va appeler la prise en charge. Pour le million de personnes qui ont en ce moment ce service-là, là, puis qui savent qu'à moins d'un gros problème, ils vont être servis par cette GMF-là, je vais vous dire qu'il n'y a pas vraiment une grande différence. Moi, c'est plus ce qui me préoccupe. Donc, je vous dis pour les 7 millions, le 6 plus 1 dont je parlais tout à l'heure, pour le premier, mais pour le 1,5 million, c'est ça qu'ils veulent avoir, eux autres. Alors, c'est pour ça, moi, que je ne veux plus avoir 3 catégories de Québécois. Ceux qui ont un médecin, ceux qui ont le GAP, puis ceux qui n'en ont pas. Alors, aujourd'hui, ce qu'on dit clairement aux gens, vous allez avoir un médecin de famille ou un professionnel de la santé dans on appelle ça un milieu de soins dans le jargon médical. Pour moi, c'est une GMF ou un CL. C'est très clair. Alors, mais ils vont faire comment pour s'inscrire, là, les gens? Qu'est-ce qu'on va leur demander de faire, là? Bien là, écoutez, je voudrais pas vous... Non, mais ça va les préoccuper, là. Il y en a qui attendent après ça. C'est pour ça de bien expliquer. Oui, mais je vais vous l'expliquer en temps et lieu. Ce que je vous dis, c'est qu'en ce moment, on est en négociation avec les médecins. Aujourd'hui, ce qu'on envoie, c'est un message très clair. Ça va être ça qui va arriver. Maintenant, comment ça va se faire, dans quel échéancier qu'on va se donner? Mais moi, j'ai mis l'échéancier de la fin. J'ai dit été 2026. Puis, juste en terminant, dites-moi si je me trompe, mais les médecins qui opèrent en CMS, ils sont des affiliés de la RAMQ? Pas nécessairement. C'est un petit peu... c'est d'ailleurs un des enjeux là, qu'on aura à discuter dans les prochains mois avec le projet de loi que je dépose. Rappelez-vous, on avait discuté dans PL 15. On appelle ça le va-et-vient des médecins. C'est particulièrement vrai avec les spécialistes. C'est qu'ils peuvent se désaffilier de la RAMQ un certain nombre de fois durant l'année, et quand ils ont fini de travailler au privé, ils reviennent au public. Et ça cause de plus en plus un problème. On en a à peu près 6 ou 700 de façon générale. C'est ça qu'on appelle. Donc, pendant un temps, on les appelle des facturants, puis dans une autre période, quand ils sont dans le privé, ils sont des non-facturants. Merci. Nous allons poursuivre avec les questions en anglais. On va essayer d'y aller assez rondement. Merci. Good afternoon, Good Minister afternoon. Dubé. Frankie Mignacca, Global News. Yeah. Just to start, you mentioned the negotiations with the FMOQ, with specialists. Just how much of what's left in your health care plan hinges on these negotiations? Oh, that's a critical part. I mean, if you look at what I've said today, is I just want to make sure that each Quebecer, so roughly 8.5 million of them that have the famous plastic card, la carte soleil, we want them to be registered, affiliated to a GMF, to un groupe de médecine familiale. That's the first thing. So we call that the place of reference. The second thing that we are putting on the table is within this site of reference, it's either going to be a doctor or a professional of health.
And it will be decided by those people when the demand for A services is being requested, which professional should be doing it. If it's a doctor, that should be a doctor. If it's a pharmacist or it's a social worker, whatever they need. So this is really the type of service that you have today in the GMF, but for 6 million people. We would like, and this is the objective that we have for 2026, this is what we want for 8.5 million people. You mentioned as well surgery wait times. It seems you don't have an estimate for when we'll see this list really disappear or even Well, get we reduced. cut it, especially the 1+ year, the one that are over a year. We took it from 24,000 down to 10. I understand, but what are you doing to cut it down even further to make sure that maybe you go quicker when it comes to cutting down on that list? Well, I said that there have been some sort of a need for more nurses, and I think that it took much longer than we were expecting to sign with the nurses. I'm not complaining. I'm just saying I'm pleased that this is being signed. And now, as soon as those nurses are able, for example, to benefit from the overtime that they have after certain hours, and that we agree on the way we would like to manage to not cancel about 150 operations, surgeries every day. And we need to solve that with our managers, and that's part of the organization of services. I think these two issues, when they're solved, I think we'll be able to continue to decrease the surgeries that are late. Good afternoon, Monsieur Dubé. Matt Grillo with Yep. CTV News. We've been talking a lot about access over the last hour or so. 2026, the summer of 2026. How can Quebecers expect to have that type of access in about a year and a half? What concretely needs to change on the ground, and what will change in the next 18 months? Well, I think, as I said, the first thing that we need to remember, I said, it will depend how we are successful with the Federation of GPs. I'm very clear on that. The minute we have agreed with Dr. Ramio and his team 2 years ago to create the gap and take each trimester, each quarter, we were committing to 250,000 new persons that could be admitted to the gap. And you know what? We had a goal of 500,000, and we did 1 million. So what will be the best way to, once we have the agreement with the GPs, I think every 3 months we'll be able to monitor, are we able to be on our objective of 2026? I think if we have been able to agree with them 2 years ago, and everybody wants to solve that problem, so I'm positive. You mentioned earlier the quality of care is there. When people are serviced, they leave, satisfied with the services that they've received. But of course, access and delays is the number one problem, and that leads to a negative mentality towards the public health care system. How do you change that? What needs to change on the ground specifically to get people thinking perhaps more positively about our public health care system? Well, I'll tell you, maybe you won't believe me, but each time that I get a good day and I meet somebody and say, Monsieur Dubé, I got a call from GAP. I've been able to get an appointment. I don't have a doctor, and I'm being able to be served. So I think that, and we've seen 1 million Quebecers that have that chance over the last few months. So if you ask me, I think we need to change that mentality that we're not succeeding. And that's the reason I took a lot of time to give you about 20 examples of things that we have done that are successful. I was transparent enough to say, by the way, those other things are not working yet to my satisfaction. And this is the way I'll go with Santé Québec over the next few months. Every week I will meet with them. The team have been put together a few weeks ago. They're all there. Monsieur Bergel is there. Madame Biron is at all those meetings. And we'll go every week
punching on the surgery, punching on the health at houses. That's the way we'll change the system. Merci beaucoup. C'est ce qui met un terme à cette conférence de presse. Bonne journée. Merci tout le monde. Merci beaucoup.